Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8. Aujourd'hui, je vais vous parler du perfectionnisme. Vaste sujet. Alors pourquoi cet épisode ? Parce que j'ai longtemps ignoré ou refusé de voir que je suis perfectionniste. Je pensais juste avoir un penchant pour les choses bien faites et je diabolisais ce mot parce qu'il avait une connotation vraiment très négative pour moi. J'ai réalisé que le perfectionnisme n'est pas un défaut. C'est d'abord une qualité source d'une exigence, d'un engagement et d'un goût pour le travail bien fait. Mais cette qualité, elle peut se révéler toxique quand elle devient excessive et rend rigide, intolérant à l'échec, obsédé du contrôle et déconnecté de soi et de la réalité de notre environnement. Voilà pourquoi je me cachais la vérité. Donc d'un côté, il y a la poursuite du succès, de la réalisation et de l'accomplissement d'une tâche, ou plus largement de notre destinée, qui implique des attentes appropriées et tangibles, des objectifs très difficiles mais réalisables, qui donnent un sentiment de satisfaction et une récompense. Et de l'autre, il y a une association à des attentes et des objectifs inappropriés et non tangibles, c'est-à-dire la perfection. Donc ça nous donne une insatisfaction constante en fait, peu importe le résultat. Donc ça peut devenir une source de stress chronique qui donne le sentiment d'être une ratée, même lorsque les autres voient tout le contraire. Alors, on peut distinguer différents types de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme orienté vers soi, le perfectionnisme vers autrui, le perfectionnisme socialement prescrit. Donc celui-là, c'est l'impression que en fait, notre conjoint, nos parents, nos enfants, notre patron ou d'autres personnes, des inconnus, exigent qu'on soit parfait. Donc ça peut conduire à des comportements perfectionnistes qui visent à se montrer parfait ou à paraître parfait aux yeux des autres. Donc la présentation de soi comme une personne parfaite. Donc on affiche ouvertement sa propre perfection devant autrui. Ou alors on va vers la dissimulation de l'imperfection. On évite ou dissimule tout comportement qui pourrait être jugé par d'autres comme étant imparfait, voire aller vers la non-divulgation de l'imperfection. Et là, on évite de révéler verbalement les situations où on a été imparfait. Donc on se retrouve souvent avec des pensées négatives centrées sur le besoin d'être ou de paraître parfait. On a une autocritique sévère, on craint l'erreur, on se fait constamment des reproches. On est dans la peur constante de l'échec, dans une sorte de procrastination et ce qu'on appelle un handicap intentionnel. Donc ça, c'est le fait de consacrer son temps à trouver des excuses pour expliquer son échec plutôt que de se mettre en condition pour réussir et dans le mouvement et l'action, en fin de compte. Donc ça peut conduire à des dérives et nuire à nos relations. On peut être dans le mensonge, la fuite
car on manque de tolérance et de compassion envers les autres. On a la tendance à se sentir responsable de satisfaire les besoins des autres au détriment des siens, ce qui engendre du coup une faible satisfaction dans nos rapports sociaux, conjugaux, amicaux, enfin tous les rapports sociaux en général. Voilà, on a une insatisfaction et une colère excessive envers les autres. On a des relations intimes difficiles. On peut même avoir un sentiment de solitude, de détresse et d'isolement social. Et il n'y a pas que ça. Notre santé physique et mentale, elle est tout aussi impactée. Alors, il y a l'apparition de l'anxiété, l'insomnie, des problèmes de sommeil, le manque d'énergie, des maux de tête chroniques aussi, la prise de poids ou la perte de poids fulgurante avec des variations importantes, ce qui peut conduire à faire de l'anorexie, avoir des troubles alimentaires, de l'hyperphagie. Ça peut conduire aussi à la dépression, à des idées suicidaires, la dépendance affective, la dépendance à la nourriture, à la drogue, à l'alcool, au travail, au sexe. Donc du coup, ça nous met dans une augmentation prolongée des réactions de stress. On peut avoir des problèmes cardiovasculaires, de l'épuisement professionnel. Il y a bien sûr beaucoup d'autres causes qui peuvent jaillir. Donc on s'enferme et on adopte des attitudes négatives à l'égard de la demande d'aide de l'entourage ou de professionnels. Concrètement, on refuse de parler. On ne veut pas avoir un psy, un coach, un thérapeute. On refuse. Et ouais, c'est ça. On refuse d'avoir besoin d'aide. On a une grande difficulté, en fait, à révéler et à dire des renseignements personnels qui ont un impact négatif sur notre image et qui nous confrontent à notre incapacité à s'investir dans notre guérison. Alors, comment vivre avec son perfectionnisme ? Donc là, je vais te donner, moi, les 5 choses que je pratique au quotidien pour un peu me détacher de ce perfectionnisme, savoir l'accueillir quand Madame Parfaite et Monsieur le Juge sont là, mais aussi pouvoir rire, en fait, et m'observer quand je vois qu'il se manifeste dans ma vie. Donc la première chose, c'est que je m'autorise l'erreur et je me donne la permission. Donc je commence par être bienveillante avec moi-même et je me donne des permissions. Donc la permission de l'échec, qui est pour moi la première condition de l'apprentissage. On ne peut pas réussir tout parfaitement du premier coup. On entend souvent l'exemple de l'apprentissage de la marche chez les bébés. Ça prend un certain temps, c'est tout un processus, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et ça, on l'a oublié. Et donc, je me pose des questions. Qu'est-ce que je m'interdis par peur de l'échec ou du rejet ? Quelle peur j'associe au fait de me tromper ? Qu'est-ce que ça me provoquerait en fait de me permettre de changer d'avis ? Et la permission de se tromper en sortant du mode de pensée binaire selon lequel soit je suis bien, soit je suis nul, c'est vraiment très très utile. Enfin, la vie, tout n'est pas blanc ou noir. La deuxième chose que je pratique, c'est d'écouter mon corps. Détecter les signaux qui caractérisent les excès. Donc je me pose et je me questionne en fait sur ce que mon corps essaye de me dire. J'interprète les alertes et les signaux. Je suis à l'écoute de mes émotions et au lieu de les foutre sous un tapis, je les vis pleinement. Donc je vais me poser des questions. Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que je suis tendue ? Est-ce que je suis frustrée ? Est-ce que je procrastine ? Est-ce que j'ai des idées obsessionnelles ? Donc moi, c'est souvent orienté autour de mon apparence, mon poids, mon travail et l'avancement en fait dans
actuellement ce que j'entreprends, donc mes formations et mon ouverture d'entreprise de coach. Est-ce que, du coup, je ressens une perte d'intérêt pour les autres domaines de ma vie? Par exemple, ce matin, j'avais pas forcément envie de me lever. J'avais des difficultés à me concentrer et à respecter les délais. Je me sentais nulle, incomprise. J'avais le sentiment d'être insuffisamment reconnue. Mais je me suis posée. Et en fait, le signal fort chez moi, c'est que l'anxiété remplace la motivation. Et la troisième chose que je fais, du coup, c'est que j'élargis ma vision et je m'observe vraiment. Donc, la clé pour moi, c'est de me décentrer de ma vision des choses, donc de mon niveau d'exigence, pour me resituer dans la réalité. Donc, je me demande, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Quelle est la demande précise de la personne en face de moi? Qu'attend-on de moi, en fait? Donc, par exemple, dans le travail, je peux te demander qu'est-ce que mon manager il attend de moi en lui posant la question. Se décentrer, en fait, c'est affronter cette fâcheuse tendance à s'isoler car on a peur de ne pas être assez. On a peur de ne pas faire bien et que ça se voit. Donc, quand on se donne des exigences excessives comme ça, c'est judicieux déjà de s'écouter et d'écouter sa famille, ses amis, ses collègues ou supérieurs, souvent plus pragmatiques que nous qui vivons la situation. D'où l'intérêt d'avoir un entourage bienveillant et non toxique. La quatrième chose, c'est que après m'être mis dans cette phase d'observation, je travaille sur du concret. Donc, je fais le point sur mes capacités du jour, intellectuelles, physiques, émotionnelles. Et pas seulement sur mes compétences et les objectifs que je me suis fixés. Donc souvent, dans ces étapes-là, j'identifie que je dépasse souvent la norme. J'ai conscience que, aussi, le fait de vouloir dépasser la norme, être dans la perfection, ça me donne des difficultés à tenir mes engagements sur la durée. Donc, je reviens au concret. Je segmente les étapes d'un projet de manière réaliste. Je prévois une durée pour chaque tâche, en me donnant une marge raisonnable, et j'accueille que la réalité est toujours, mais toujours, moins prévisible qu'imaginé dans mon monde idéal. Et ensuite, je rentre dans mon processus, je m'observe et je célèbre chaque étape. D'ailleurs, la célébration, moi, c'est très très important et je pense que ça sera le sujet d'un prochain épisode de podcast. Parce que célébrer, ça peut vraiment permettre de garder cette dynamique de mouvement et d'énergie. Et ça ouvre ses potentiels et le champ des possibles. Et donc la cinquième chose qui va avec le travail du concret, c'est de faire un pas après l'autre. Donc pour me sécuriser, moi par exemple, j'écris dans un journal. J'ai un cahier avec des objectifs, j'ai des tableaux de bord et j'alterne différents outils qui me permettent de quantifier mon avancée et de me donner un état des lieux clair. Et l'important, c'est de procéder par petites étapes, en fait. Garder le résultat en vue, mais laisser entièrement la place aux étapes, au processus. Et franchement, c'est libérateur. Parce que je connais tellement bien cette difficulté de se concentrer sur le résultat. Je faisais que ça avant. Je me concentrais sur le résultat, le but à atteindre. J'avais besoin de grandes ambitions, de grands projets pour avancer, de trouver du sens aux choses. Et
de sortir du fonctionnement et de celle que je suis pour atteindre ces objectifs. Mais c'est pas la solution en fait. Je peux te le dire aujourd'hui avec mon expérience. Et puis là, ces 2 dernières semaines, tiens, je vais te partager ça, même si aujourd'hui vraiment ça me fait beaucoup rire parce que tu vois, il y a 2 semaines, jeudi, il y a 2 semaines, je me suis pesée et j'étais à 75,2 kilos. Parce que je m'étais remis dans un mode de fonctionnement où je voulais avoir un contrôle et une maintenance de mes calories, de mon poids pour augmenter mon métabolisme. Et donc du coup, je me forçais à manger 2400 calories par jour, à faire bien mes ratios protéines, lipides, glucides. Sauf que il y a des moments, en fait, j'étais plus dans le plaisir, j'étais vraiment dans le fait de faire mes calories, je me gavais, en fait, je mangeais trop. Et donc, le fait d'être dans ce fonctionnement-là, de ne pas écouter ce que mon corps me disait, eh bien, j'ai pris un peu de poids. Donc, c'était pas excessif, hein, parce que il y a un mois, je faisais 72,9. Donc, j'avais pris un petit peu, mais c'était pas énorme. Mais ça me donnait vraiment un profond mal-être, quoi. Je dis, mais pourquoi je fais ça? Ok, je comprends en fait l'approche d'augmenter son métabolisme parce que j'ai été dans la restriction pendant des années et que mon corps a besoin d'être rassuré. Sauf qu'en fait, ça ne me convenait pas. Et mon corps stockait du coup. Il était dans le stockage, j'avais un très mauvais transit, enfin je vous épargne les détails, mais... Et donc du coup, jeudi dernier, face à cette situation et à ce poids sur la balance de 75,2, eh ben, j'ai décidé de retourner en fait dans mon fonctionnement et dans ce programme que j'ai créé, donc Un corps au rêve, qui est en fait cette application de renouer avec son corps, de s'écouter et d'être dans l'accueil et le bien-être. Et ce matin, je me suis pesée, j'étais à 71,2. Juste en acceptant mes émotions, en étant à l'écoute de mon corps, en connexion profonde avec moi. 4 kilos. Et c'est incroyable, mais ça prouve et ça témoigne à quel point, en fait, on peut se rendre malade et sortir de soi pour atteindre des choses qui ne sont pas nous. Des choses parce qu'on a écouté on a écouté les autres ou un super coach qui est le mec, il te sort des trucs fantastiques. Hein. Il a raison dans le principe. Mais il a raison pour 90% des gens. Et c'est pas ton fonctionnement. Et puis je le vois dans d'autres domaines de ma vie. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je me limite. Là, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. J'aimerais faire 10 formations en même temps. Parce que, en fait, ça me permet aussi de m'éparpiller, de procrastiner, hein, clairement. Hein. Donc aujourd'hui, en fait, je me limite à 2 formations. Actuellement, j'en ai 2. J'en terminerai à fin août, j'aurai terminé ces 2-là et j'en commence 2 autres en septembre. Donc, parce que j'ai identifié que j'avais besoin, en fait, d'avoir 2 formations en même temps pour pouvoir me switcher, passer d'une à l'autre. Et souvent, je me rends compte, en fait, qu'elles sont complémentaires. Donc, tu vois, avant, je me serais épuisée. J'en aurais pris 10. Mais aujourd'hui, je détermine mes besoins du moment. Donc là, en l'occurrence, actuellement, c'est de prendre du recul et du temps pour moi, pour mon bien-être, de méditer. Mais aussi d'être dans l'action quotidienne en faisant ce travail sur les formations, sur mon site, pour être coach et ouvrir mon entreprise. Matérialiser mon programme dans le concret, mon offre, en passant des idées et de la structure déjà faite et écrite sur papier à la réalisation, en fait, et la création sur le web. Et puis avec ce podcast aussi, je m'autorise une action complètement imparfaite. Je me juge plus sur ce que je peux te dire, car
Vraiment. C'est ma vérité du moment. Ce sont mes réflexions d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, je ne penserai pas à ce que je te dis aujourd'hui. Mais on a le droit de changer d'avis. Je m'accorde le droit à l'erreur aussi. Et à être, en fait. Je m'autorise à être moi. Et juste, ça c'est magique de vivre le moment présent et d'être en conscience de qui on est. Ça me rend beaucoup plus humaine. Et peut-être c'est ce qui fait que tu m'écoutes en ce moment et que tu écoutes ce podcast. Et je te remercie infiniment. Bon, voilà. J'espère vraiment que... Enfin, j'espère pas en fait. Je suis persuadée que cet épisode, il t'aura permis d'identifier si tu es perfectionniste et en fait si ça te donne de la souffrance. Et j'espère que vraiment que ça te permettra de prendre du recul face à ça. Et surtout, que tu peux être perfectionniste, mais en t'autorisant en fait des actions imparfaites, en faisant de ton mieux chaque jour. Et en faisant ça, tu seras dans l'accueil de cette partie de toi qui peut vraiment te permettre de grandes choses quand tu sais l'utiliser. Qui va t'ouvrir à tes potentiels, à ton pouvoir illimité. Et donc du coup, tiens, je vais te poser une petite question et j'espère que tu le feras, cet exercice, mais quelle sera ton action imparfaite de la journée ? Donc tu sors en fait du schéma, ouais mais j'ai pas les compétences, je vais pas y arriver, j'ai pas le physique. Voilà. Là, qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite ? Et fais-le. Bon, le prochain épisode, et je pense que ça va être la thématique de juillet-août, vu que c'est l'été, les vacances, ça me donne envie de faire des épisodes avec des sujets un peu plus en lien et moins longs parce que je pense que voilà, tu as besoin d'être en vacances, de prendre du temps pour toi et tu n'as pas forcément le temps d'écouter 20, 25 minutes, 30 minutes de podcast. Et franchement, prends le temps pour toi et profite et savoure chaque instant de ces vacances pour te reconnecter et souffler. Donc du coup, je vais aborder des thématiques plus légères, je pense, sur le lâcher-prise, le bien-être, l'amour de soi, le rire, la joie, comment les cultiver dans son quotidien. Et puis surtout, en fait, je le fais aussi un peu pour moi parce que je suis dans une période assez stressante, mine de rien. Parce que moi, l'été est synonyme de travail et de grosses charges d'ailleurs de travail. Parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, je suis dans la réalisation de mon programme et de mon accompagnement de coaching. Et c'est un travail tous les jours. Et puis j'ai en plus ce podcast à réaliser. Voilà, ça me fait énormément de choses. Et puis surtout, je veux voir les gens que j'aime. Je veux connecter parce que c'est vrai que toute cette phase de travail, eh bien, j'ai dû me mettre un peu en retrait. J'étais dans la présence, en fait, à distance, où je donnais des nouvelles aux gens, j'envoyais des messages. J'étais présente, mais pas physiquement. Et là, j'ai besoin de reconnecter à la présence physique. Donc voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à bientôt. C'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile, et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.